Salut à tous et bienvenue dans l'affiche avec au sommaire d'une actualité particulièrement dense, une totale immersion dans l'univers de la série Tunnel qui met en scène deux enquêteurs dont les intrigues se trament entre la France et l'Angleterre. Au sommaire encore l'évocation du film documentaire Au bord du monde qui redonne la parole à ceux qui à Paris ont perdu leur logement, leur fonction sociale et leur famille parfois, mais pas leur dignité. En Inde, à Dharavi, l'un des plus grands bidonvilles du monde, nous verrons comment le génie de la création côtoie les poubelles et peut parfois panser les plaies d'une exclusion sociale violente et sans concession. Bonjour à tous, nous ouvrons cette page culturelle en évoquant tout d'abord de quoi plaire aux très nombreux accros des séries télévisées. L'une d'elles, très attendue, a été diffusée cet automne au Royaume-Uni et en France, aussi française que britannique, aussi roast beef que froggy, Tunnel ou The Tunnel est une série criminelle qui campe son intrigue à la lisière des deux nations, de quoi justement intriguer nos correspondants à Londres, Alix Bale et Yang Shim, qui pour vous ont mené l'enquête. Comme toutes les séries policières, cette histoire commence avec un meurtre. Le corps est découvert dans le tunnel sous la Manche, exactement au niveau de la frontière entre la France et le Royaume-Uni. Deux enquêteurs français et britanniques partent à la traque d'un tueur en série redoutable. Bouge pas. Dans l'ombre plus paisible de Big Ben, nous retrouvons le héros anglais Stephen Dillane dans La vie civile. C'est l'envie d'être filmé par le réalisateur français Dominique Moll qui l'a convaincu d'accepter ce rôle. J'aimais bien l'idée d'être impliqué dans un projet avec une esthétique majoritairement française. On y fait plus confiance aux spectateurs, au fait qu'ils soient émotionnellement impliqués et qu'on peut laisser les événements se dérouler plutôt que d'asséner des rebondissements de scénario. Mais si la série joue à plein la confrontation des cultures, Stephen Dillane n'a pas eu de surprise particulière lors du tournage au sein d'une équipe technique majoritairement britannique. Je pense que j'en espérais plus. J'espérais un peu que nous allions tous avoir des pauses déjeuner de 2 heures et boire du vin à midi. Mais rien de tout cela. Au festival Totally Serialized, les professionnels du milieu se retrouvent chaque année à l'Institut français de Londres. L'auteur principal de la série nous raconte comment s'est déroulée l'écriture du scénario dans lequel les deux langues cohabitent. Le principal problème pour nous était de traduire quelque chose d'idiomatique ou de l'argot propre à chaque pays. Par exemple, je crois qu'au début un personnage dit « voilà les roast beef » et nous nous sommes demandé si nous pouvions utiliser cette expression. Est-ce que les Français disent encore ça? Nous ne savions pas et souvent il a fallu vérifier. C'est aussi la coproduction qui intéresse les professionnels. Cette série a été conçue conjointement des deux côtés de la Manche pour une diffusion dans les deux pays. À Kudos, nous avons longtemps résisté à nous impliquer dans des coproductions européennes, parce que souvent, il s'agissait juste de satisfaire des impératifs économiques, mais rien ne le justifiait éditorialement. Sur le tunnel, la coproduction s'est faite pour toutes les bonnes raisons. Diffusé cet automne en France, le tunnel a été regardé par plus d'1 million de téléspectateurs par épisode. Rendez-vous dans quelques semaines pour savoir si l'enquête reprendra ou non pour une seconde saison. So French, tellement British, nous quittons la fiction pour un retour dans le réel, dans la vraie vie, à la rencontre de ceux qui sont dans l'ombre, sans abri, qui hantent les trottoirs, les ponts et couloirs du métro. Klaus Drexel, le réalisateur du documentaire Au bord du monde, leur donne la parole et nous offre un film témoignage poignant, plein d'humanité, qui jette un regard réaliste sur la misère sociale froide qu'abrite parfois le ciel étoilé de Paris décrété ville-lumière. Ils apparaissent avec la nuit, quand Paris s'endort, au pied des grands monuments, sur les trottoirs des plus belles avenues, sous les tunnels, comme au fond des impasses. On est comme des fantômes, dit l'un d'eux. Paris, la ville lumière, est le sublime écrin de leur misère. Et là, j'arrive à une phase de ras-le-bol, mais à fond, quoi. Je ne peux plus rien supporter. C'est ce que je disais à chaque fois qu'il y a le marathon de Paris qui se court. Moi, je cours le marathon de Paris. Tu sais, à la fin, c'est devenu un train de vie, quoi. C'est que tu sais même plus si c'est dur ou facile. Ça fait 7 ans maintenant, finalement, que je passe l'hiver dehors. Moi, je pensais qu'on n'y survivait pas. Je me suis surprise en me réveillant.
Pendant un an, après la fermeture du métro, le réalisateur a sillonné la capitale pour donner une voix à cette armée des ombres. C'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'on allait avoir beaucoup de refus au départ. Et finalement, c'est incroyable le nombre de gens qui m'ont dit « Mais vous ne vous rendez pas compte, depuis combien de temps personne ne m'a écouté ?» Et donc, ils étaient, je crois, assez touchés par notre démarche de leur donner la parole et sur un long terme. Une dizaine de personnes ont accepté de témoigner dans ce film. Des gens très différents qui ont en commun de se sentir souvent invisibles, au point que certains oublient qu'ils ont des oreilles et un cœur. J'ai vu deux hommes de forte corpulence, en costume-cravate qui passaient. Et il y en a un qui disait à l'autre je leur donne rien parce qu'ils ne nous servent plus à rien. Je ne sais pas, moi, comment lancer un appel au secours. Je ne sais pas faire. On ne les voit pas, eux voient tout de la société de consommation et de ses dérives. Les images de longs plans fixes signés du photographe Sylvain Lézère ne cachent rien de la dure réalité. Les rats, le froid, les délires d'une femme qui bascule dans une douce folie. Et dans les bois, il y a Blanche-Neige. Et oui. Et D'Artagnan. Parfois drôle, toujours touchante, la parole des sans-abri illumine ce documentaire. L'important, c'est de ne jamais perdre de sourire. Toujours avec le sourire. Le réalisateur espère qu'après l'avoir vu, les passants considéreront les SDF avec plus de respect, sans détourner le regard. Et ça, hélas, c'est aussi la vraie vie. Toujours dans le sillage de l'exclusion, je propose une incursion dans un authentique ghetto avec plus d'1 million d'habitants. Dharavi, souvenez-vous, porté à l'écran dans Slumdog Millionnaire. Le bidonville de Mumbai demeure l'un des plus grands d'Asie. L'endroit est aussi connu pour son business du recyclage. Ici, les déchets valent de l'or, plus de 400 millions d'euros par an. Mais depuis quelque temps, des enfants ont trouvé un autre usage au plastique, tôle et autres ordures. Voici le reportage de Vikram Singh à Mumbai et le récit de Maud Roubaud. Une dernière répétition avant le grand soir et la scène d'un des plus grands festivals de musique de Bombay. Ce groupe est unique, tous les membres vivent dans l'immense bidonville de Dharavi et leurs instruments sont les déchets qui les entourent. Avant, j'adorais voler, mais j'ai laissé tout ça derrière moi. J'ai la sensation qu'on a chacun un talent et nous voulons que le monde entier ne nous voit pas seulement comme des enfants sales. C'est pour ça que Dharavi Rocks doit devenir célèbre. C'est dehors, parmi le tas d'ordures de Dharavi, qu'ils trouvent leurs percussions. Plutôt que de chercher de la ferraille à vendre pour la recycler, les garçons cherchent des sons. Chaque objet fait un bruit différent. C'est pour ça qu'il faut essayer. Quand on jouera de tout ensemble, ça fera de la musique. À Dharavi, rien n'est perdu. On veut montrer au monde entier que ce qui est considéré comme inutile et jeté peut devenir de la musique. L'ONG de Vinod Shetty a aidé les enfants à monter leur groupe. Chacun de ces enfants a vu son enfance voler. Ces enfants, quand ils arrivent dans le groupe et qu'ils montent sur scène, ils se sentent désirés, aimés et appréciés par la société. Ils en deviennent acteurs. Ce jour-là, ils se produisent sur la scène du prestigieux centre Nehru de Bombay, à quelques kilomètres seulement de Dharavi, mais de bien des façons, à des années-lumière. Ça va être fantastique et en plus, on a l'air conditionné. Les enfants montent sur scène et le rideau se lève pour dévoiler une salle bondée. D'autres enfants seraient sans doute impressionnés à leur place, mais les percussionnistes de Dharavi Rocks en ont vu d'autres et ils terminent leur représentation sans contretemps.
Sur les drames et brûlures de l'existence, il portait souvent un regard cynique et drôle à la fois. Nous évoquons la disparition à l'âge de 90 ans du dessinateur humoriste François Cavana, fondateur des journaux satiriques Charlie Hebdo et Harakiri. Je propose d'entendre ou de réentendre la réaction de Franck Bondou, délégué général du Festival d'Angoulême. Un compagnon de route de grands auteurs qui ont véritablement ouvert une voie avec Charlie Hebdo, Charlie Mensuel. C'est son état d'esprit, sa capacité à s'affranchir toujours de toutes les écoles justement, sa capacité à synthétiser aussi, à dire en l'espace d'un dessin. C'est avant tout ça, Cavana, c'est ça que je crois qu'on retient. Salut l'artiste, car c'est aussi, hélas, déjà la fin de cette émission que vous pouvez retrouver bien sûr sur tous nos sites sociaux. On se quitte avec des images de la Maison européenne de la photographie qui accueille Johan Fontcuberta, un artiste qui, avec sa dernière œuvre Camouflage, questionne constamment les notions de vérité, jouant avec la réalité et la fiction pour aiguiser toujours notre sens critique. Regardez.